Mon objectif dans cette séquence est de te montrer que l'électricité joue un rôle tout à fait fondamental et même déterminant dans notre monde. Je pourrais même dire notre univers. L'univers qui est représenté ici au moment de sa naissance, c'est le Big Bang, c'est là que tout a commencé. Au moment du Big Bang, une énergie extraordinaire a été libérée et un nombre phénoménal de particules élémentaires ont été créées. Et parmi ces particules élémentaires, on en trouve une ici, qui est représentée en grand, mais qui en réalité est toute petite. Elle fait 1/1000, 2/1000 de millimètre. Et cette particule, a priori, ne présente rien d'intéressant. Elle n'a pas de propriété remarquable, elle possède juste une masse. Et c'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle le neutron. C'est une particule qui est neutre. Mais en réalité, c'est pas vrai. Si on se fait la peine d'attendre à peu près un quart d'heure après sa naissance, cette particule montre qu'elle est instable. Elle subit des vibrations et surtout, elle émet une autre particule, ici. Alors ce processus est bizarre parce que cette particule, elle subit une force de la part de ce qu'était le neutron ici. Cette force, c'est une force à distance, un petit peu comme l'est la force gravitationnelle. C'est une force fondamentale de la nature dont on ne peut pas réellement expliquer l'existence, on peut juste la constater expérimentalement. Et donc c'est une force qui est tout à fait comparable à la force gravitationnelle, qui est aussi une force fondamentale de la nature. Par exemple, cette situation-ci est tout à fait comparable à la situation de la Lune qui est attirée par la Terre. Voilà. Alors la différence avec cette force-ci, c'est qu'elle est beaucoup plus forte que la force gravitationnelle. Si je prenais ici la force gravitationnelle que j'ai entre cette particule bleue et cette particule rouge, j'obtiendrais une force qui serait beaucoup plus faible. La force qu'on a ici est beaucoup plus forte. Elle est forte d'un facteur qui est représenté ici. C'est un 10 multiplié 40 fois par lui-même. Il y a donc 40 zéros ici derrière le 1, c'est ce que je pourrais noter, donc 10 exposant 40. C'est énorme bien sûr. Ça veut dire que cette force est beaucoup plus grande que la force gravitationnelle. Et on doit donc lui donner un autre nom, c'est une autre force, c'est une force à distance qui ressemble à la force gravitationnelle, mais qui n'est pas la force gravitationnelle. Et on lui a donné le nom de force électrique. Et c'est d'ailleurs pourquoi on appelle cette particule-ci un électron. Et ce qui était le neutron ici, lui, ce n'est plus un neutron, il est passé de la couleur grise à la couleur rouge, ça symbolise qu'il a changé de propriété, il a la propriété notamment d'attirer un électron, ce qui n'était pas le cas du neutron. Et donc on va l'appeler le proton. Et cette force d'attraction ici, elle est tout simplement réciproque. Le proton est attiré par l'électron autant que l'électron est attiré par le proton. Alors, voilà, je peux reprendre ici l'analogie à la force gravitationnelle. La force gravitationnelle est aussi réciproque, bien sûr. La Terre est autant attirée par la Lune que la Lune n'est attirée par la Terre. Voilà. Alors, la propriété de la force gravitationnelle, c'est de diminuer quand la distance augmente. Si on éloignait la Terre de la Lune, la force avec laquelle elle est attirée diminue. On voit que la flèche ici a diminué, de même que la Terre sera moins attirée par la Lune. Voilà. Donc c'est la même chose avec la force électrique. La force électrique est importante quand la distance est petite et elle diminue quand la distance augmente. On voit que la flèche a diminué ici. Ça veut tout simplement dire que la force est plus petite. Si je rapproche à nouveau l'électron ici du proton, la force réaugmente. Ceci est très important pour comprendre ce que je vais te raconter par la suite. Voilà. Alors la force électrique est malgré tout différente de la force gravitationnelle. Parce qu'elle est plus compliquée. Notamment si je remplace ici l'électron par un proton, je mets deux protons l'un près de l'autre, je vois que ce n'est pas une force attraction qu'ils subissent, c'est une force de répulsion. On voit donc que c'est plus compliqué que la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, elle, n'est que attractive. Quand on prend deux masses, ces deux masses vont toujours s'attirer. Ici, on voit que ce n'est pas le cas. Il y a ce qu'on appelle donc des charges électriques de nature différente. L'électron réagit différemment à un proton que le proton lui-même. Le proton est repoussé par un proton, alors que l'électron est attiré par un proton. Et si je prends maintenant deux électrons, deux électrons aussi se repoussent, exactement comme les deux protons. On voit donc qu'il y a toute une complexité ici qu'il faudra gérer et qui rend donc la force électrique plus compliquée, mathématiquement en tout cas, que la force gravitationnelle. Et justement, pour représenter ça mathématiquement,
Pour représenter cette complexité dans les interactions qu'on peut avoir, on va introduire ce qu'on appelle l'algèbre de l'électricité. On va introduire la notion de signe de charge électrique. On va dire que le proton a une charge électrique positive alors que l'électron a une charge électrique négative. Et on va traduire donc le fait qu'il s'attire tout simplement en faisant l'opération mathématique de multiplication du plus avec le moins. On sait qu'un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. Et ce moins ici, on va l'interpréter comme traduisant la nature attractive de la force. On va dire que ce moins indique l'attraction. Et comme ça, si je prends maintenant deux protons, et eux sont tous les deux positifs, vous avez vu que j'ai donné le signe plus au proton, et bien je fais la même chose ici, pour tous les protons, j'aurai le signe plus. Et je vais de nouveau faire l'opération de multiplication entre ces deux signes plus. On sait qu'un nombre positif fois un nombre positif, ça donne un nombre positif. C'est donc l'opposé du moins ici, et ce plus traduit tout simplement le fait qu'on a une force répulsive. Et si maintenant je fais la même chose avec les électrons ici qui sont de charge négative, eh bien je vais avoir moins par moins, qui comme tu le sais, donne plus. Et donc ce plus, comme pour les protons, traduit tout simplement la nature répulsive de la force que subissent deux électrons quand ils sont mis proches l'un de l'autre. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'algèbre de l'électricité. Cette algèbre a été introduite par Benjamin Franklin, dont tu as sans doute déjà entendu parler. C'est le fameux scientifique qui a étudié l'électricité avec la foudre. Il a étudié la foudre tout simplement pour mieux comprendre les propriétés et le comportement de l'électricité. Voilà, alors je vais revenir maintenant à l'analogie ici, à la force gravitationnelle. Je représente l'électron attiré par le proton. C'est exactement la même chose que la Lune attirée par la Terre. Et comme tu le sais, puisque la Lune est attirée par la Terre, elle peut rentrer dans un mouvement orbital autour de la Terre. C'est ce qu'on voit ici. La Lune tourne en permanence autour de la Terre. Je dis bien en permanence, elle est attirée par la Terre, mais jamais elle ne tombe sur la Terre. Pourquoi? Parce que dans ce mouvement de rotation, elle subit une force centrifuge qui la maintient à une distance plus ou moins constante de la Terre. C'est ce qu'on appelle donc le phénomène d'orbite. On a une orbite ici gravitationnelle. Eh bien, c'est la même chose pour l'électron. L'électron subit tout simplement un mouvement orbital parce qu'il est attiré par le proton. Alors ici, la force électrique est bien plus forte que la force gravitationnelle. Et donc, le mouvement se fait à beaucoup plus petite distance, il y a beaucoup plus grande vitesse. La vitesse de l'électron, ici autour du proton, elle est tout simplement de l'ordre du million de mètres par seconde. Mais sinon, d'un point de vue qualitatif, c'est la même chose. On a une orbite ici qui est une orbite électrique et non plus gravitationnelle. Et ce qu'on forme ici comme objet, eh bien, c'est ce qu'on appelle un atome. C'est l'atome d'hydrogène qu'on vient de voir apparaître ici. Un atome d'hydrogène, c'est tout simplement un électron lié à un proton dans un mouvement orbital. J'ai représenté ici les forces attractives qui sont responsables de cette orbite. C'est la force qui est compensée à tout moment par la force centrifuge, mais je ne vais pas les représenter ici puisque justement elle est compensée par la force centrifuge, ça ne vaut plus la peine de la représenter. On a donc un objet ici qui est un atome, c'est l'atome d'hydrogène, le plus petit atome qu'on puisse trouver dans la nature. Alors voilà, cet électron est attiré par ce proton. On pourrait se demander ce qui se passe quand il y a un deuxième électron dans les environs. Ce deuxième électron ici, il va aussi être attiré forcément par le proton. Donc on pourrait se dire qu'il va aussi former une orbite ici pour former deux électrons en orbite. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, si cet électron est attiré par le proton, il ne faut pas oublier qu'il est repoussé par l'électron. On a bien une force répulsive entre les deux électrons. Et donc on va avoir ici un équilibre plus ou moins entre les deux, et cet électron va bien rester de son côté, il ne va pas être attiré. Et c'est la même chose si je prends deux molécules d'hydrogène. A priori, deux molécules d'hydrogène n'interagissent pas, puisque la seule différence que j'ai maintenant avec un proton tout seul, avec un électron tout seul, c'est que j'ai un proton. Ce proton, lui, va être repoussé par le proton du premier atome d'hydrogène ici, mais il va être attiré par l'électron. Et donc de nouveau, on a un équilibre entre attraction et répulsion, et il ne va pas se passer grand-chose. Et en réalité, ceci est trompeur, parce que si on met les deux atomes d'hydrogène près l'un de l'autre, comme je le représente ici, eh bien on peut malgré tout avoir plus d'attraction que de répulsion. C'est ce que je vais discuter ici brièvement avec toi. Qu'est-ce qu'on a dans cette situation-ci? On a par exemple ce proton-là qui est fortement attiré par cet électron puisqu'ils sont proches l'un de l'autre. Je pourrais dire la même chose de ces deux-ci. Ils sont un peu moins proches, mais tout de même, cet électron est proche de ce noyau, et il est donc de ce proton, et il est donc
attirés. Alors, au niveau des répulsions, les électrons ici ils sont proches l'un de l'autre, donc effectivement, ils se repoussent, donc ça a tendance forcément à séparer ces deux atomes, mais malgré tout, cette attraction n'est pas accompagnée d'une répulsion entre les protons. Les protons, eux, sont relativement loin l'un de l'autre et leur force de répulsion est donc petite. Et on voit donc que globalement, les 4 flèches qui représentent la répulsion, eh bien, ensemble, sont moins importantes que les 4 flèches qui représentent l'attraction. Et donc on voit que 2 atomes d'hydrogène pourront tout simplement interagir pour former ce qu'on appelle une molécule. Ceci est une molécule d'hydrogène, on l'appelle H2 parce qu'elle contient 2 atomes d'hydrogène. Elle est composée à partir de 2 atomes d'hydrogène. Et dans cette configuration, je vais le répéter ici, on a bien une configuration qui est possible grâce au fait que l'attraction est plus forte que la répulsion. Ce que je représente ici avec une répulsion plus ou moins limitée ici entre les 2 protons et les 2 électrons. Et par contre, on a une attraction forte ici entre les électrons et les protons. Une attraction qui est compensée à tout moment par la force centrifuge ici du mouvement orbital des 2 électrons. C'est la molécule d'hydrogène. Alors, cette molécule d'hydrogène, on pourrait se demander si elle a une interaction avec une deuxième molécule d'hydrogène. Voilà, si une molécule d'hydrogène arrive tout près ici, on pourrait imaginer effectivement de nouveau qu'on doive discuter ici la quantité d'attraction qu'on a, la quantité de répulsion qu'on a. Et la réponse est oui, il existe une faible attraction. Mais cette faible attraction est négligeable dans la plupart des conditions, notamment à la surface de la Terre. Si 2 molécules d'hydrogène se rencontrent, eh bien elles vont tout simplement se séparer, elles vont collisionner et repartir aussi vite. Ça veut dire que l'hydrogène va former un gaz. Les molécules sont toutes indépendantes l'une de l'autre et on forme comme ça un gaz. Alors, ce gaz qui est créé donc à partir de la naissance de l'univers, rappelez-vous le scénario, le Big Bang, la création des neutrons, le neutron est instable, il crée des atomes, l'atome d'hydrogène en rencontre un autre, il forme une molécule d'hydrogène, ces molécules d'hydrogène forment un gaz qui se retrouve dans l'espace, et malgré tout, toutes ces molécules d'hydrogène interagissent très très peu au travers de la gravitation. Et donc elles finissent malgré tout par se retrouver ensemble. Et il y en a tellement qui ont été créées qu'elles finissent par former de gros amas d'hydrogène qui constituent en réalité les étoiles. Qu'est-ce que c'est que l'étoile au départ? C'est un gros amas de molécules d'hydrogène qui se retrouvent en telle quantité que la pression est énorme, la température est énorme. On a une pression ici qui est due à la gravitation, qui est tout simplement gigantesque et qui fait que la molécule, qui est une belle structure due à la force électrique, cette structure ne résiste pas. La force gravitationnelle devient plus forte que la force électrique, tellement il y a de grandes quantités d'hydrogène. Et donc au sein d'une étoile, ici en plein milieu, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des molécules brisées, c'est-à-dire des atomes des protons et des électrons. Et ça forme une espèce de grosse soupe qu'on appelle en fait un plasma. Ce sont des particules de charge électrique différentes qui se retrouvent ensemble. Et bien sûr, tout ça est en mouvement permanent. Je le représente figé ici, mais il faut imaginer que tout ça est en mouvement permanent. Il y a plein de collisions à tout moment. Et par exemple, un électron va pouvoir rencontrer un proton. Et bien sûr, quand le proton avale l'électron, il devient un neutron. Et ce neutron va rencontrer forcément des protons, voilà, comme ceci. Et à ce moment-là, ce qui se passe ici est assez étonnant. On peut montrer que le proton vient stabiliser le neutron. Cet objet qui est ici, c'est un objet qui est stable. Le neutron ne va plus se déstabiliser au bout d'un quart d'heure, il va rester stable. Et donc des petits paquets comme ça vont être formés et vont aussi collisionner. Il y en a un autre qui va arriver ici, qui va venir se coller. Il va se coller, alors là c'est assez surprenant parce qu'on a 2 charges positives ici qui se repoussent très très fort, ils sont très proches l'un de l'autre ici, dans le petit paquet qui vient de se former. Mais à ce moment-là intervient une 3e force fondamentale de la nature, qui n'est pas la gravitation, qui n'est pas l'électricité, mais qui est l'interaction forte, qui est l'interaction nucléaire. Ce sont les neutrons qui jouent ce rôle ici. En fait, les neutrons vont agir un petit peu comme de la colle. Les 2 protons vont pouvoir coller ensemble malgré la force électrique, grâce à la force nucléaire qui, elle, est encore plus forte que la force électrique. Et donc, on forme comme ça ces petits paquets de protons et neutrons. Et ils continuent à se rencontrer, tout ça collisionne sans arrêt à des vitesses extraordinaires, et on forme des paquets de plus en plus gros. Et ces paquets se retrouvent à un moment donné à la surface du Soleil où il n'y a plus vraiment de pression, la température est beaucoup plus faible,
elle n'a plus que de quelques milliers de degrés, et là, les orbites électroniques peuvent se reformer. L'attraction électrique reprend ici son droit, et des orbites électroniques sont à nouveau formées. Et on reconnaît ici un petit peu la situation qu'on avait dans la molécule d'hydrogène. On voit deux protons, les deux protons dans la molécule d'hydrogène étaient plus distants l'un de l'autre, mais on avait vu qu'ils attiraient chacun un électron, et on a donc ici la même situation. Les deux protons sont plus proches l'un de l'autre, et ils attirent deux électrons. Un troisième électron ici ne va pas venir, pourquoi? Parce qu'il va bien être attiré par deux forces attractives ici pour les deux protons, mais il va aussi être repoussé par deux forces répulsives, l'une pour un électron, l'autre ici pour l'autre électron. Et donc cet électron ne va pas venir ici. On a ici donc un objet qui est stable et qu'on appelle donc un atome d'hélium cette fois-ci. Ce n'est plus un atome d'hydrogène, il possède deux protons, deux électrons, ce n'est pas le même atome, on doit donc lui donner un autre nom, tout simplement parce qu'il a des propriétés différentes, ce n'est plus le même objet. Et donc voilà, les paquets plus grands ici, les 4 protons, les 8 protons donc on retrouve ici, il n'y en a que 4 qui sont visibles, mais j'ai représenté en fait un atome d'oxygène ici, voilà, qui vient d'apparaître. Puisqu'il y a 8 protons, eh bien, il y a 8 électrons qui vont apparaître. Ici, j'en ai représenté 1 à 11 protons, et on va donc avoir 11 électrons qui vont venir ici. Et on voit que les électrons s'organisent en couches. On peut montrer, là ça devient beaucoup plus compliqué, ça dépasse de loin le cadre de cette introduction, on peut montrer que les électrons forment des couches de maximum 8 électrons. 2 pour la première, 8 pour la deuxième, et dès que les 8 sont atteints, l'électron supplémentaire ici doit venir se mettre sur une orbite plus éloignée. C'est le cas du 11e électron ici, 2 plus 8, 10 plus 1, 11. Ce sont les 11 électrons du sodium. Le sodium a pour symbole Na. Et justement, à propos de symboles, on retrouve comme ça dans les étoiles des atomes, tous les atomes qui peuvent être créés, et ce sont les atomes donc qui figurent au tableau périodique des éléments, qu'on appelle également le tableau de Mendeleïev, que tu as peut-être déjà rencontré. On rencontre ici tous les symboles de tous les atomes qui peuvent être créés. On vient de voir ici l'atome de sodium, l'atome d'oxygène et l'atome d'hélium qu'on retrouve donc ici. Et voilà, donc tu vois que toute une zoologie d'atomes sont créés dans les étoiles. Les étoiles sont tout simplement des fabriques à atomes. Alors voilà, je vais prendre ici deux atomes du tableau de Mendeleïev. J'ai ici l'atome de sodium et là l'atome de chlore. Alors l'atome de chlore, lui, il possède dans son noyau, le petit paquet de protons et neutrons, ici on appelle ça le noyau atomique, il possède 17 protons et on a donc 17 électrons ici. Alors qu'ici, on avait les 11 électrons, c'est toujours le sodium avec les 11 protons. Alors quand un atome de chlore vient près d'un atome de sodium, il va se passer quelque chose de particulier. Le petit électron ici qui est dans la couche superficielle, il est assez éloigné du noyau ici, il est proche de la couche, de la deuxième couche qui est ici, qui contient des charges négatives, et il a donc tendance à ne pas trop bien tenir, il est pas mal repoussé par ces électrons-ci, il est moins attiré par les protons puisqu'il est éloigné. Et quand il voit apparaître ici l'atome de chlore avec sa couche de 7 électrons ici seulement, eh bien, il va venir tout simplement compléter cette couche. Cet électron sera plus attiré par les protons du chlore qu'il ne l'est par les protons du sodium. On va dire que le chlore a plus d'affinité pour les électrons que le sodium. Le sodium a une pauvre affinité, a une faible affinité pour l'électron. Et donc l'électron va effectivement passer, voilà, hop, il vient de passer, c'est fait. Et une fois que c'est fait, le chlore va poursuivre sa course comme ceci. Et donc on va se retrouver ici avec un atome qui possède plus de protons que d'électrons, c'est ce qu'on appelle un ion. Voilà, et donc si je mets un atome comme ça, qui est donc un ion qui possède plus de protons que d'électrons, forcément, si je mets un proton près de cet atome, il va être repoussé, bien sûr, puisqu'il va subir les 10 attractions de la part des 10 électrons, mais il va subir les 11 forces répulsives de la part des protons. Et donc 11 moins 10, ça va faire 1, il va rester ici plus de répulsion que d'attraction. Et donc, le proton va être repoussé ici par cet atome, exactement comme s'il s'agissait d'un proton. Ce sera la même chose, la force sera la même. Et donc je peux remplacer ici symboliquement cet atome de sodium
auquel il manque donc un électron, je peux le remplacer par une grosse boule avec un signe plus, une grosse boule rouge à l'image du proton bien sûr. Tandis que l'atome de chlore, lui, il possède un électron de trop, et donc lui, il va tout simplement attirer le proton plus qu'il ne va le repousser ici avec son nombre de protons, puisqu'il y a un électron de plus que de protons. Et donc voilà, le chlore, lui, va attirer ce proton et se comporte donc comme une charge négative que je vais donc représenter en bleu ici, avec le signe moins. Le chlore se comporte comme si c'était un électron. Et bien sûr, deux charges opposées comme ceci, deux charges électriques opposées, le plus et le moins, forcément, ils vont s'attirer. Il y a une force électrique qui va apparaître entre le sodium et le chlore. Et quand on va mettre des atomes de chlore et de sodium ensemble, en grand nombre, eh bien on va tout simplement créer un empilement régulier, comme ceci. L'atome de chlore et de sodium vont chaque fois se retrouver l'un près de l'autre, et on peut montrer donc que ça forme un empilement régulier, comme ceci, d'atomes de sodium et de chlore imbriqués les uns dans les autres. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle un cristal. C'est ce qui se passe dans les grains de sel. Ceci, c'est tout simplement un grain de sel de cuisine. C'est un cristal. Et on voit donc que l'électricité est non seulement responsable des atomes, des molécules, mais elle est aussi responsable de la formation des cristaux. Et on peut comme ça multiplier les exemples. Je peux prendre des atomes générés dans les étoiles. Donc je prends ici l'exemple de l'oxygène et de l'hydrogène. Et là, la propriété du comportement, je dirais, de ces deux molécules, de ces deux atomes est différent. On ne va pas avoir le passage d'un électron sur un autre, on va simplement avoir une attraction. L'électron qui est ici va être attiré par le grand nombre de protons ici. Et les électrons ici ne sont pas dans une couche complète, il n'y en a que 6 dans cette deuxième couche. Et donc cet électron va volontiers ici venir compléter cette couche. Voilà, donc par le jeu des attractions et répulsions électriques entre l'hydrogène et l'oxygène, on va avoir formation ici d'une molécule d'eau. J'ai représenté ici un deuxième atome d'hydrogène parce que maintenant j'ai bien 8 électrons, j'en avais 6 au départ, j'en avais un de plus ici et un de plus là, ça fait bien 8. Maintenant la couche est complète et ceci forme donc une molécule d'eau. C'est le H2O, c'est la molécule d'eau. Alors cette molécule d'eau va avoir des propriétés particulières parce que le proton qui est laissé tout seul ici est capable d'attirer un électron, bien sûr. Il va se comporter comme une charge positive, comme si cette charge positive, comme si le proton était tout seul, parce que l'électron ici est attiré du côté de l'oxygène. Et je vais donc mettre des plus ici sur les H. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 électrons supplémentaires par rapport au nombre de protons. Et donc l'oxygène va être capable d'attirer un proton. Il va l'attirer ici avec 2 attractions en plus que la répulsion, et je peux donc mettre 2 moins ici. Et c'est comme ça qu'on représente en général la molécule d'eau. La molécule d'eau est constituée de 2 boules rouges ici qui représentent la charge positive des atomes d'hydrogène qui ont cédé leur électron vers l'oxygène qui lui va donc apparaître avec 2 signes moins. Et le fait d'avoir des plus et des moins ici va donner à l'eau une propriété particulière. Qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir plusieurs molécules d'eau qui vont se rencontrer? Eh bien, il va tout simplement y avoir une attraction entre les plus et les moins qui sont là. On va avoir un lien qui s'établit ici, c'est ce qu'on appelle une liaison hydrogène ici, entre donc l'oxygène et l'hydrogène. Et voilà, si les molécules d'eau arrivent comme ceci, on va avoir des liens qui vont se créer. Des liens qui sont très faibles par rapport aux liens qu'on a entre les atomes ici eux-mêmes, mais ces liens intermoléculaires existent, et c'est ce qui explique pourquoi l'eau est liquide. Ce sont des liens qui sont faibles, donc il peut y avoir des modifications de ces liens. Cette configuration que j'ai représentée ici, elle n'est pas très stable. Si on vient pousser ici pour exercer une pression, cette molécule va glisser, elle va venir être attirée par l'autre, et puis passer de molécule en molécule. On va former ce qu'on appelle un liquide. C'est la raison pour laquelle l'eau à la surface de la Terre, elle est liquide. Tant que la température n'est pas trop élevée, elle va exister à cet état liquide. Alors dans cet exemple, on voit ici aussi le sable. Le sable, c'est un petit peu la même histoire. Ce sont des atomes de silicium avec des atomes d'oxygène qui se sont rencontrés, qui ont formé une liaison comparable à celle de la molécule d'eau. Ici, on a ce qu'on appelle une molécule de silice. Et ces molécules de silice interagissent, cette fois-ci beaucoup plus fort que les molécules d'eau, et les liens ici sont solides. Ils sont d'autant plus solides d'ailleurs que d'autres atomes peuvent venir s'imbriquer dans les interstices ici, comme l'atome de calcium par exemple.
Les atomes de calcium peuvent venir ici se mettre dans les espaces entre molécules de silice et on forme à ce moment-là quelque chose d'extrêmement résistant qui ne sont rien d'autre que les rochers ou les grains de sable ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc des silicates, les silicates qui composent le sable ou la roche qu'on peut trouver donc dans la croûte terrestre. Et voilà. Et on peut comme ça multiplier les exemples de ce qu'on peut avoir comme type d'interaction électrique entre les atomes et les molécules. Ici, je vais encore prendre un exemple, c'est celui des molécules organiques. Si je reprends le tableau de Mendeleïev et que je regarde les éléments légers qu'il y a dans le tableau de Mendeleïev, eh bien, je vois qu'il y a le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote. Eh bien, tous ces atomes-là présentent des interactions de type électrique, exactement comme celles que je vous ai présentées auparavant, et constituent donc des espèces d'édifices comme ça, qui constituent en fait de grosses molécules. Et avec toutes les combinaisons possibles, on obtient un nombre virtuellement infini de possibilités de construction. On obtient des molécules qui peuvent être très grandes, qui sont typiquement des molécules organiques, telles que la molécule d'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui constitue la brique élémentaire du vivant. Tout être vivant possède cette molécule. C'est la molécule qui code, qui possède donc le code génétique de l'être vivant en question. Nous avons tous notre molécule d'ADN. Voilà, elle contient des milliards d'atomes qui se fixent les uns aux autres au gré des équilibres entre attraction et répulsion électrique. Ceci est une structure électrique, c'est à l'électricité que l'on doit la vie. Et à propos de vie et de biologie, on peut présenter encore d'autres exemples. Par exemple, ici, je représente une molécule de phospholipide. Le phospholipide, donc, c'est un assemblage d'atomes comparable à toute molécule. Et voilà, quand ces molécules sont ensemble, il se fait qu'elles s'attirent de nouveau par le jeu des interactions répulsion électrique, de force électrique ici. On a en fait une attraction entre les longues chaînes ici des phospholipides. Et si on en met comme ça plusieurs ensemble, on va finir par former une chaîne comme ceci. Et si une chaîne en rencontre une autre, eh bien, elles vont tout simplement coller l'une à l'autre, parce que les chaînes latérales des phospholipides ici collent ensemble par le jeu de la force électrique attractive. Et donc, de chaîne en chaîne comme ça, on va finir par former ce qu'on appelle une membrane. Les membranes de phospholipides, eh bien, ce ne sont rien d'autre que les membranes cellulaires. On a ici un être unicellulaire qui est composé, pour sa membrane en tout cas, de phospholipides qui forment donc comme ça un film, une membrane tout simplement. Et alors, si on prend une membrane que je vais de nouveau représenter ici en coupe, sans cette perspective ici, la voilà. Si on prend une membrane comme ça d'une cellule et qu'on vient mettre une deuxième cellule au-dessus, c'est-à-dire que les membranes vont être en vis-à-vis comme ceci, eh bien on peut montrer que de nouveau, il y a un jeu d'interaction électrique qui se fait entre les atomes qui composent ces molécules, qui fait qu'on a une attraction. Alors ici, je simplifie énormément les choses, mais c'est néanmoins comme ça que ça se produit en pratique. Les cellules peuvent très bien adhérer les unes aux autres grâce à la force électrique. Et on obtient comme ceci les êtres pluricellulaires qui sont à l'origine, par exemple, des plantes ou des animaux. Puis là, l'évolution a joué son rôle. Au départ, les animaux étaient simples, après ils sont devenus plus élaborés, jusqu'à arriver à l'homme. L'homme, qui est une structure électrique. Nous sommes faits d'atomes, qui est dû à la force électrique, nous sommes faits de molécules, qui sont dues à la force électrique. Nous sommes faits de cellules. Les cellules qui, comme on vient de le voir, sont aussi sont aussi créées grâce à la force électrique. Et on voit comme ça donc que notre monde est tout simplement, qu'est-ce que je dirais, est vraiment forgé par la force électrique. C'est vraiment la force électrique qui a constitué, qui a fabriqué notre monde. Tout ce qu'on voit sur cette photo, qui est donc une photo de notre Terre, eh bien, est dû à la force électrique. On a vu plusieurs exemples dans cette introduction. On a vu l'eau, par exemple. L'eau existe à l'état liquide, eh bien, parce que
il y a une interaction électrique légère entre les molécules d'eau. Elles existent en tant que molécules parce qu'il y a une attraction entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène. La plante ici, elle existe grâce au fait qu'il existe de très très longues molécules contenant des milliards d'atomes qu'on appelle donc la molécule d'ADN. C'est la même chose pour la petite biche ici, ou c'est la même chose pour nous. On pourrait se demander en regardant ça, ce qu'on aurait fait, ce qu'on aurait raté si le neutron avait été une particule stable. La force électrique n'aurait tout simplement pas pu s'exprimer et notre monde n'aurait tout simplement pas existé. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu de l'importance de l'électricité. J'espère que ça va te motiver à étudier l'électricité plus en détail dans les séquences qui vont suivre. On va voir l'électricité sous un aspect plus mathématique, mais je t'assure que ça vaut vraiment la peine. Voilà, je te dis donc à bientôt. Merci pour ton attention.